La course au large est un sport extrême, réservé à une poignée de skippers d'élite. Flirter avec les limites, le corps, le mental, le bateau et bien sûr les éléments. Maintenir son cap, optimiser la vitesse. À énoncer, l'objectif paraît simple. Simple, ce serait sans compter ce qui fait le sel de la course au large, les variables. À bord de ces Formule 1 des océans, la moindre décision a des conséquences sur l'avenir de la course. Chaque seconde compte. La coordination est primordiale. Une manœuvre anodine se transforme en une succession d'étapes délicates. Alors, au-delà des résistances physiques, il faut élever son mental. S'en remettre au bateau, à sa technologie et à ses partis pris de conception. Dans l'espoir que le travail, les choix et les sacrifices paient. Et déjà, se replonger dans la course. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les locaux de Finistère-Mervent à Port-la-Forêt pour un nouveau numéro des Rencontres de Port-Laf, un événement qui vise à mettre en lumière toute la richesse de l'écosystème breton dans le domaine du nautisme et de la course au large. La course au large qui est au cœur de l'actualité avec le lancement de la 15e édition de la Transat Jacques Vabre depuis Le Havre, c'était le 7 novembre dernier, direction la Martinique. 158 concurrents sont engagés dans cette traversée de l'Atlantique en double qui a lieu tous les 2 ans et qui est plus communément appelée la route du café. 79 tandems qui portent haut les couleurs de leurs partenaires dans cette course et on va justement profiter de ce très bel événement médiatique pour faire un focus sur une marque qui est présente dans la voile et plus spécifiquement dans la course au large. Il s'agit de Corum l'Épargne. Que recherche-t-elle à travers ce partenariat? Quel est le sens de cet engagement? Pour répondre à cette question, 2 invités sont avec nous. Il s'agit de Frédéric Puzin, le fondateur de Corum l'Épargne, et de Greg Evrard, qui est le team manager de ce projet. Bonjour Monsieur Puzin, merci d'être avec nous pour nous livrer votre témoignage et votre expérience en tant que partenaire. Et puis bonjour également à Greg Evrard, vous allez pouvoir de façon très complémentaire nous livrer votre témoignage d'un point de vue du team cette fois-ci. Je me tourne vers vous Frédéric pour commencer. Je le disais, nous sommes en plein cœur de la Transat Jacques Vabre. Votre bateau Corum l'Épargne est actuellement à la bagarre dans le golfe de Gascogne. J'imagine que vous suivez cette course avec beaucoup d'attention. Vous êtes un peu accro à la carto comme beaucoup d'entre nous. Alors non, je me refuse d'être accro à la carto. Pas de dépendance. Surtout avec les conditions météo qui sévissent actuellement, puisque la descente se fait très lentement. Un vrai casse-tête. Hein. Ouais, je la regarde 2 fois par jour, pas plus. Et puis alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Greg, j'imagine que vous avez le nez sur la carto en tant que team manager, ou est-ce qu'aussi vous essayez justement de ne pas vous rendre fou avec ces stratégies-là compliquées en ce moment? Ah non, j'essaie rien du tout. Je suis complètement, évidemment, accro à la carto, essayer de suivre et de comprendre ce qui se passe. Ça sert même à être, en fait, essayer d'être le plus en phase avec l'équipage et comprendre, ou essayer de comprendre ce qui peut se passer en cas d'appel ou de besoin. D'ailleurs, vous avez votre téléphone allumé, on vous en excuse d'avance parce que vous êtes contraint d'être en veille permanente. Qu'est-ce qu'il faut retenir des 72 premières heures de course? On a compris que c'était plutôt lent pour l'instant. La première chose, je crois, c'est un superbe départ. Voir ces 79 bateaux dans des conditions quasi parfaites le jour du départ, c'était quand même magnifique. Avec plein de belles images, les ultimes, les multi, les Ocean 50, je ne sais plus comment il faut dire, les IMOCA, les classes 40, mais c'était vraiment, je pense, un super spectacle pour tous les amateurs de voile et même les non-amateurs qui ont eu la chance de le voir.
Une première nuit plutôt rapide, et puis derrière, des conditions qui ont molli à partir de la Bretagne Nord, et qui restent compliquées, je crois, pour tous, même si les plus gros bateaux, les ultimes, semblent s'être extirpés d'une grande zone de calme, une grande dorsale, un gros passage à niveau qui barre le golfe de Gascogne, et au sein duquel, je crois, chaque équipage doit bien batailler pour exploiter la moindre risée. C'est pas fini. Ouais, c'est pas fini. Et si on s'intéresse plus particulièrement à votre équipe, Corum l'Épargne, ils sont actuellement 14e, je crois, à 80 000 du leader, c'est ça? Ouais, j'ai pas regardé les distances, et c'est dans ces conditions-là, et par rapport à la route directe, enfin bref, c'est pas forcément ce qui compte. Oui, 14e, c'est pas forcément le début de course dont on aurait rêvé, clairement. Ils nous ont fait une trajectoire bien singulière. Après, la route est longue, plein de choses vont se passer, et puis moi j'ai toute confiance dans nos deux navigateurs. Et deux navigateurs d'expérience, et on est certain qu'ils sauront rebondir. À quoi vous ressemblez les prochaines heures? Est-ce qu'il va y avoir justement des moments clés? Les prochaines heures, c'est encore pas mal de conditions assez aléatoires, donc du plus ou moins de vent selon les zones de parcours. Il n'y a pas, je ne crois pas qu'il y ait une vérité écrite dans le marbre. Quelques passages à niveau encore. Par contre, c'est sûr qu'à partir du milieu de l'Espagne, ceux qui s'extirperont de ce système en premier auront un certain avantage. Mais la route est tellement longue, ça risque d'être une longue transat Jacques Vabre. Oui, les records ne seront pas battus sur cette traversée de l'Atlantique. Frédéric, j'imagine qu'il y a une grande fierté à être engagé dans cette aventure, dans cette édition de la Transat Jacques Vabre. Depuis combien de temps Corum l'Épargne est engagé dans la voile? Alors, précisément, le projet est né en septembre 2017. Voilà, avec l'intention d'utiliser l'espace qu'offre la course en solitaire, notamment en France, pour faire connaître notre marque. Voilà, donc dès septembre 2017, décision de faire un essai, un galop d'essai, avec un classe 40 sur la route du Rhum. Et puis derrière, la construction d'un IMOCA 9 avec un note dévolu jeté sur donc la classe IMOCA et notamment le Vendée Globe, voilà, qui est pour nous le sommet en termes d'événements sportifs. Un véritable Graal, comme en témoignent aussi les skippers engagés dans cette aventure. 4 ans de sponsoring pour une marque qui a une dizaine d'années d'existence, c'est un beau challenge, c'est un beau pari. Oui, alors surtout que ça s'est fait après 6 ans d'existence de l'entreprise, la décision de s'engager dans ce projet. Et ça correspondait à un virage dans l'entreprise où on était très connus dans notre domaine, très connus de certains initiés du monde de l'épargne, mais pas connus du grand public. Donc c'est très bien d'avoir des beaux produits, des belles performances. C'est mieux quand c'est connu par le plus grand nombre. Et donc, il fallait trouver une caisse de résonance. Donc avant, on avait essayé pas mal de choses. On avait fait de la télévision, on avait fait de la radio, beaucoup de presse. Et en fait, on était dans un univers très réglementé, un peu comme les marchands de cigarettes. Voilà, quand on parle d'argent, voilà, il faut le dire avec certains mots, dans un certain ordre. Et en fait, on cherchait un moyen de se faire connaître en s'affranchissant des contraintes que nous impose notamment la réglementation. Alors, on dit que le sponsoring dans la voile est une histoire d'homme, une histoire de valeur. J'ai envie de dire que votre homme à vous, c'est Nicolas Troussel. Ouais. Comment s'est faite la rencontre avec Nicolas? Je crois que Greg Évrard n'est pas complètement pour rien. Oui, alors le début de l'histoire, c'est assez singulier. D'abord, moi, je connais Greg dans le cadre... Vous naviguez, hein? Oui, je navigue. Ouais. Donc, Greg est tacticien à bord du bateau sur lequel on court ensemble. Et il se trouve qu'en mi-2017, j'ai une personne qui vient me voir pour faire une mini-transat. Alors, elle ne vient pas me voir moi, elle vient voir ma responsable marketing et communication, qui me dit, écoute, la voile en solitaire, ça serait quand même un bon vecteur. Ça porte plein de valeurs positives. Beaucoup de gens reconnaissent à la fois les valeurs d'engagement, les valeurs humaines, et puis derrière, il y a aussi la technique, du projet, de l'innovation. Enfin, ça correspond pas mal au projet d'entreprise. Et donc, je rencontre ce jeune homme qui travaillait en salle des marchés, je me souviens, à Londres, et en fait, qui n'avait pas d'autre objectif que de faire une mini-transat, mais sans vraiment d'objectif sportif. C'était y participer. Et donc, je trouvais le sujet un peu décalé par rapport à nous, notre besoin de notoriété. Et j'en discute au hasard d'un ponton et d'une course avec Greg, qui me dit, écoute, si un jour tu veux vraiment avancer dans ce domaine-là, je peux te faire rencontrer quelqu'un. Et il se trouve que tu vas le rencontrer prochainement, puisque ça va être notre navigateur pour la prochaine course. Voilà. Et donc, j'ai fait la connaissance de Nicolas à cette occasion.
Et d'ailleurs, au cours d'une course assez mémorable, où il n'y avait pas beaucoup de vent, un petit peu comme ce départ de Transat Jacques Vabre. Et puis le projet est parti effectivement de cette rencontre. Voilà. Et l'histoire a été bâtie à l'initiative de Greg, qui dès le départ était dans les plans, quoi. Et Greg, vous aviez le sentiment que Nicolas Troussel n'avait pas forcément eu jusqu'à présent la chance qu'il méritait, on dit dans le milieu, faire une Troussel, parce qu'il a cette capacité à suivre ses convictions, même quand il est à contre-courant. Il y a pas mal de... Enfin, il y en a pas mal. Il y a quelques super marins, super navigateurs qui n'ont pas l'opportunité de faire le Vendée Globe alors qu'ils en rêvent, et Nico fait clairement partie de cela. C'est quand même un double vainqueur de Solitaire du Figaro, et bon, moi ça fait 25 ans que je le connais, et je connais ses qualités. J'ai aussi confiance en lui. Mais oui, c'est clairement, il fait partie de... C'est pas le seul, hein, évidemment, mais il fait clairement partie des personnes qui méritent, qui méritent d'avoir cette chance-là, parce que c'est une chance. Alors, vous êtes team manager, vous, au sein du projet. En quoi ça consiste? Quel est votre rôle? Team manager, c'est... Ces équipes-là, aujourd'hui, le Quorum Sailing, c'est 15 personnes, sans doute plus de 30 métiers, de l'administratif, la logistique, l'électronique, le plastique, l'informatique, il y a vraiment plein de métiers. Et le team manager, c'est en gros, moi je le conçois comme être le catalyseur entre ces différents métiers, mais aussi avec le reste des équipes Quorum. Je dis bien le reste parce qu'on est intégré et on se sent intégré à Quorum. Et puis voilà, avec 3 missions particulières que sont gérer de la performance sportive, développer un bateau et tout ça au service de la notoriété de la marque. Et donc et catalyser cet ensemble, personnes, projets, et faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible. Oui, vous étiez à la tête de la voilerie Norse au moment où vous êtes venu, donc où vous avez pris ce poste de team manager. Qu'est-ce qui vous anime le plus dans ce métier? Dans le métier de team manager ou dans le métier de manager globalement? Ouais, c'est vraiment le côté catalyseur, composer, rassembler une équipe au service d'un projet, moi qui m'inspire confiance et me plaît, mais c'est vraiment ça en premier lieu, quoi. Évoluer en confiance et catalyser un groupe de personnes recrutées qui ont le plaisir à travailler ensemble. Voilà. Alors Frédéric Gregg nous disait à quel point il se sentait intégré au sein de l'équipe, qu'il y avait une vraie collaboration. Combien de personnes sont engagées dans le projet voile de Quorum l'Épargne et comment est structurée l'équipe justement? En fait, ce projet il est au service de la notoriété de l'entreprise. Donc l'entreprise, c'est environ 200 collaborateurs, c'est 21 nationalités dans 7 pays. Et donc tout le monde est derrière ou intégré à ce projet. Et c'est pas, ça a été notre choix dès le départ. C'est pas d'apporter des moyens financiers à un marin ou un projet créé par un marin. C'est véritablement d'avoir un projet dans l'entreprise, afin qu'il soit complètement intégré, qu'il soit imbibé du projet qui est de développer la notoriété, mais aussi que l'entreprise s'inspire de ce qui est fait à travers ce projet, que ce soit sur la partie innovation, que ce soit sur la partie aussi affronter les aléas, parce que nous aussi on affronte des aléas. L'année dernière on a une crise, on a rencontré une crise importante, on l'a gérée et il y a beaucoup de similitudes dans la façon de gérer les événements. Et voilà, au total, ce projet dans l'entreprise c'est près de 25 personnes. Total, hein, si je mets tout bout à bout, la Quorum Sailing Team, la partie communication, la partie marketing, et puis tout ce qui va autour. Et vous parliez beaucoup des valeurs, hein. Quelles sont celles qui font le plus écho justement à Quorum l'Épargne? Je dirais qu'on est quand même en France dans un territoire particulièrement, on va dire, fertile pour la voile en solitaire. D'abord, je pense qu'au départ, c'est un sport presque franco-français, même si d'abord il y a eu quelques Anglais très connus. Mais je pense notamment, depuis Tabarly, la voile en solitaire est quand même un sport qui est proche de l'aventure. Les Français ont toujours aimé, les Français ont aimé le commandant Cousteau, ils ont aimé ou ils aiment Nicolas Hulot, et ils adorent leurs marins en solitaire. Quand on voit le succès d'un Jean Le Cam, c'est juste incroyable. Il y a 2 ans, on faisait la route du Rhum avec la Transat Jacques Vabre avec Jean Le Cam. Le bateau de Jean Le Cam s'appelait Quorum l'Épargne. Et on voit que les Français aiment des gens qui leur ressemblent, qui les inspirent, auxquels ils peuvent s'identifier, qui font des choses extraordinaires. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que vu l'étranger, on a beaucoup d'activités hors de France, les étrangers regardent ça d'un air un peu sidéré. Moi, je suis vraiment impressionné par ce que la France dégage de ce côté-là, et je suis ravi de voir aujourd'hui arriver notamment les Allemands, qui vont sans doute arriver en force dans le circuit IMOCA, et puis d'autres nationalités. On a vu
avec Thompson il y a quelques années, même si pour l'instant il fait un break. Mais voilà, je trouve que c'est absolument formidable de voir ça en France. Et alors ces valeurs-là, Greg, en tant que team manager, vous êtes aussi en charge garant du recrutement qui est fait au sein de l'équipe. Vous recherchez aussi ces valeurs-là, ces valeurs humaines et cette exigence au sein du team? Oui, c'est clair. Enfin, le mot d'ordre, c'est exigence, bienveillance et l'équipe avant tout. L'équipe avant tout, parce que je préfère toujours une personne qui contribue à rendre les gens autour d'elle meilleurs plutôt qu'une rockstar. La bienveillance et l'exigence, parce que je pense que l'exigence n'est pas réellement possible ou durable sans bienveillance. Et je crois que c'est des valeurs qu'on partage. Enfin, je crois que c'est vraiment les valeurs. Alors c'est toujours des mots et des choses comme ça, mais c'est quelque chose qu'on a partagé dans les faits, dans le quotidien avec Frédéric et moi qui m'ont convaincu de l'envie de bâtir quelque chose ensemble était naturelle et vraiment repose là-dessus avant tout. Alors Frédéric, vous avez bien expliqué qu'il y avait avant tout cette recherche, en venant dans le sponsoring voile, cette envie d'acquérir de la notoriété. C'était vraiment un souci de communication externe. Quels étaient vos enjeux? Comment ça se traduit en fait? Ça se mesure. C'est mieux qu'une traduction, ça se mesure de façon très matérielle, très concrète. D'abord, la notoriété, ça se mesure par des sondages. Donc voilà, on a vu progressivement la notoriété de l'entreprise croître. Alors il y a deux types de notoriété. Il y a ce qu'on appelle la notoriété spontanée. Voilà, connaissez-vous cette marque? Ou citez une marque connue dans le monde de l'épargne. Voilà, puis il y a la notoriété assistée, où là on pose la question, connaissez-vous Corum l'épargne? Et sur ces deux indicateurs, on a vu une progression très forte depuis qu'on est rentré dans le sponsoring voile. Et puis il y a une deuxième façon de le mesurer, c'est à travers les retombées médias. Je vais vous donner un exemple. Vous avez des chiffres à nous donner? Je vais vous donner juste un exemple. Le jour du départ du Vendée Globe, Nico a fait un départ canon, puis un départ mythique, puisque les quasiment partis en fond de ligne. En un quart d'heure, il avait fait défiler toute la flotte. Les retombées médiatiques de ce jour-là, ça nous a quasiment payé le bateau. Voilà. D'accord. Donc c'est quantifiable. Voilà, on a eu la chance d'avoir en plus de ça la patrouille de France en arrière-plan du bateau quelques secondes à la télévision. Donc on a eu tous les journaux télévisés en France, on a eu des journaux télévisés à l'étranger, beaucoup de médias, des médias aussi professionnels. Notamment sur le thème du sponsoring, on a eu, je crois, un tiers de page dans les Échos à 2 reprises où j'ai été interviewé. Donc tout ça, ça fait partie de la notoriété et ça se quantifie de façon très précise. Et on voit que les chiffres sont assez parlants. La course au large, c'est aussi un formidable levier pour la communication interne, pour créer de la cohésion. Combien de salariés? Vous disiez 200 salariés dans le groupe, c'est ça à peu près? Quels sont les leviers que vous activez sur ce plan-là de la communication interne? Alors, je vais vous décevoir. On n'a pas du tout fait ce projet pour la communication interne. Voilà, l'entreprise est très jeune, 32 ans de moyenne d'âge. On a des gens qui sont qui a plutôt des jeunes avec des têtes bien faites, des nationalités, enfin beaucoup de nationalités, donc des gens qui ont beaucoup d'enthousiasme dans le travail. En plus, on a la chance d'avoir un projet d'entreprise assez extraordinaire, puisque ça fait 10 ans qu'on a des croissances à plus de 2 chiffres et même à 3 chiffres. Et au départ, on s'était dit, on n'a pas besoin de ça pour animer les équipes. Et en fait, on a été rattrapé entre guillemets par la cavalerie. Et c'est plutôt les collaborateurs qui ont dit mais ce truc-là, c'est absolument génial. Il y a un vrai engouement. Alors qu'on n'a absolument rien fait en interne ou presque. Et on a une collaboratrice juste avant le départ qui a sauté du bateau. Voilà. On fait des choses comme ça. Ils sont tous demandeurs et ils sont vraiment, même les étrangers ou la voile en solitaire, par exemple en Autriche, c'est quand même vu de très très loin, ou même en Angleterre ou en Irlande, si je pense à ces pays-là, ou Portugal. Eh bien, les collaborateurs découvrent ce sport, ils sont très fiers en fait de voir ce bateau. Voilà. On imagine que sur la Transat Jacques Vabre, vous avez fait des petits jeux, des quiz, vous avez mis la carto pour impliquer un peu les... Est-ce qu'il y a des salariés qui jouent aussi à Virtual Regatta alors on est obligé de mettre des limites parce qu'on a des téléviseurs partout dans les bureaux, 4 coins des bureaux, donc ils passent leur vie à jouer à Virtual Regatta et ils sont après les trackers. Donc on met plutôt des limites à ça, mais oui, on a un jeu interne avec Virtual Regatta, il y a des challenges pour aller accueillir l'équipage à la Martinique, mais on n'a pas besoin de ça et malgré tout, ils sont complètement fondus de ce projet. Alors Greg, vous revenez tout juste du Havre, où vous étiez donc pour le départ de cette Transat Jacques Vabre. L'équipe, elle a aussi un rôle par rapport aux partenaires pour faire vivre cette aventure sur un départ de course notamment?
Oh bah, clairement, oui, l'équipe, enfin, comment dire, c'est une image de, on représente Corom, on est Corom l'épargne, donc oui. Vous faites des visites de bateaux. Et effectivement, il y a après, oui, le partage, ça fait clairement partie de nos missions. On est surtout très très heureux de pouvoir le faire en 2021. Ça a été une grosse frustration 2020, c'est de rien pouvoir partager concrètement. Donc oui, il y a des accueils, des visites de bateaux, il y a maintenir le bateau aussi propre pour accueillir du monde, relayer des informations, je sais pas quoi dire. Non mais j'imagine qu'il y a aussi un... Je pense quand même qu'il y a une particularité, on n'est pas un projet RP. C'est-à-dire que depuis le départ, ce projet voile, il est pour la notoriété, la notoriété, ça passe par évidemment la communication, l'exploitation qui est faite en termes d'image, mais ça passe aussi par la performance. Je pense qu'on est un bateau qui a fait le moins de RP, parce qu'on a considéré que compte tenu du timing de mise à l'eau du bateau et compte tenu aussi du contexte d'exploitation de ce bateau, on ne pouvait pas mobiliser trop le bateau pour les RP. Donc il y a quelques collaborateurs qui ont eu accès au bateau. Les associés de l'entreprise Corom ont eu accès au bateau. Mais par exemple, on n'a quasiment pas invité de clients ou de distributeurs et on l'utilise de façon différente. Et je pense que de ce point de vue-là, le projet est assez limité pour toutes les raisons que je viens d'expliquer. Il y a quand même la possibilité aussi peut-être, alors même si on l'a compris, hein, c'est pas l'intérêt, enfin en tout cas votre principale motivation, mais est-ce qu'il y a aussi quand même des petites questions posées notamment à Greg Evrard pour aider à vulgariser, à comprendre ce qui se passe sur l'eau, les choix des skippers? Est-ce que vous communiquez pendant la course justement pour comprendre ce qui se passe sur l'eau? Est-ce que Greg, il y a ce lien, en fait, le trait d'union avec l'équipe, avec l'équipe en mer, les skippers en mer? Ah oui, hein, on essaie de faire un petit rapport pour tout le monde d'ailleurs, hein, pour les équipes à Paris et pour les équipes aussi, nous l'équipe technique, de faire un petit rapport quotidien de ce qui se passe sur l'eau d'une analyse, partager les nouvelles qui viennent du bateau, et ouais, c'est vraiment un événement qui est vécu par tout le monde et je suis souvent le lien, oui, entre ce qui se passe en mer et ce qui se passe à terre, oui, ça fait partie du rôle. Alors Frédéric, vous parliez tout à l'heure de retour sur investissement. Est-ce que vous pouvez nous donner en toute transparence un ordre de grandeur du... c'est quoi le budget d'un tel projet? 14 millions d'euros. 14 millions d'euros sur 4 ans, c'est ça? Sur 4 ans, oui. Donc vous disiez être très satisfait du retour sur investissement en termes de notoriété. Je crois savoir que vous mesurez également cette notoriété dans vos processus de recrutement. La voile vous permet d'attirer des candidats. Oui, alors ça on n'imaginait pas ça au début, mais c'est vrai que c'est un facteur de motivation très fort. En tout cas, ça donne une image à l'entreprise de notoriété, de technologie, de performance, d'engagement. Le fait aussi d'être engagé sur 4 ans, et puis on va peut-être faire des annonces bientôt sur au-delà des 4 ans. Ce sont des éléments très forts qui rassurent les gens, et qui rassurent notamment des jeunes collaborateurs, que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs. Alors vous parliez tout à l'heure du Vendée Globe et de quelque part ce retour sur investissement avec le bateau quasiment payé dès la première journée de course, dès le départ avec ce très très beau départ de Nicolas Troussel. Il y a eu quand même un coup dur avec un dématage prématuré dans cette course. Malgré tout, alors déjà, est-ce que vous vous souvenez du moment où vous l'avez appris et comment vous avez réagi au moment de ce dématage? Ah oui, je m'en souviens très bien. Il y a des moments qu'on n'oublie pas dans une vie, c'est exactement ce qu'on faisait. En même temps, c'est un truc que j'avais complètement intégré dès le début, c'est-à-dire que ça reste un sport mécanique. Voilà, moi je navigue aussi, donc je sais que tout peut arriver, y compris ce à quoi on ne s'attend pas. Donc c'était un moment difficile, mais c'était un moment qui était déjà anticipé, ça ne m'est pas tombé sur la tête comme ça, voilà. On avait déjà eu un problème sur la route du Rhum, alors qu'il était différent, mais ça fait vraiment partie de ce sport, et on ne part pas avec une assurance de risque, on veut faire du sponsoring voile, voilà. Mais je préfère 100 fois casser un mât plutôt que d'avoir un coup de téléphone de mon team manager si je fais du cyclisme en m'apprenant que le leader de l'équipe a été pris pour dopage. Vous voyez, c'est ce qui est formidable dans la voile, il y a ces aléas-là, mais c'est des aléas qui ont leur beauté dans leur tragédie. Et d'ailleurs, il y a eu des très belles images qui ont été tournées par Nico au moment où ça s'est passé, enfin un peu de temps après. Et c'est des images authentiques et ça fait partie de cette histoire, même si on ne souhaite pas les revivre demain matin. Avec une belle capacité de résilience de ces marins. Vous vous êtes déplacé au Portugal pour accueillir Nicolas Troussel à ce moment-là. À aucun moment, un petit peu plus loin que le Portugal quand même. Pardon, oui. Au Cap-Vert, pardon. Pour aller accueillir Nicolas Troussel, à aucun moment vous vous êtes dit l'idée d'arrêter nous a traversé l'esprit? Oh bah non.
Non. Bah, ça serait comme faire de la Formule 1 et puis on casse un moteur et on se dit on arrête. Ça fait vraiment partie de ce sport. Surtout qu'on est parti dans des conditions, le bateau, on l'a sorti très tardivement, juste avant le départ du Vendée Globe. Donc on savait qu'il y avait des risques. Et il y a toujours des risques sur ces machines. Donc non, ça nous a pas du tout effleuré l'esprit. Et c'est même l'inverse, en se disant, voilà, il faut qu'on redonne à l'équipe les moyens de rebondir et de partir dans de meilleures conditions. Alors Greg, je vais m'adresser à vous également. On sait que ça peut arriver, un dématage, c'est quand même malgré tout un moment très difficile à vivre en tant que team manager. Ah, on s'en serait bien passé, mais comme le dit Fred, oui, on sait que ça peut faire partie du jeu. Aussi, en étant un minimum humble, je pense qu'en mettant un bateau à l'eau 6 mois avant le départ du Vendée Globe, on sait qu'on peut travailler autant qu'on veut. On ne peut pas réduire l'aléatoire autant. Un temps incompressible pour fiabiliser. Ça peut passer, mais en gros, tout le travail de préparation, ça consiste à réduire de l'aléatoire. Et à un moment donné, bon, il y a juste aussi un petit détail qui était la crise coronavirus en parallèle, qui n'a pas facilité non plus la préparation. Donc, on sait que voilà, ça peut faire partie du jeu. Après, ouais, clairement, c'est dur, ouais. Je ne vais pas dire que c'est un plaisir. Bon, il y a de la chance, ouais, on a de la chance, ou j'ai de la chance, voilà, d'avoir des personnes autour de moi qui comprennent ces enjeux-là, et j'ai pas l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Oui, j'allais poser cette question parce que Frédéric disait qu'à aucun moment ça n'avait pas de sens de s'arrêter là. On a vu quand même des projets s'arrêter. Est-ce que vous avez eu peur que ce partenariat puisse s'arrêter? Vous étiez confiant parce que vous connaissez Frédéric et que la relation, vous savez qu'elle est... Mais non, j'ai pas eu peur. Bon, déjà, la première chose, c'est que dans ces moments-là, on est vraiment dans l'action, dans l'opérationnel, et voilà, on va pas commencer à tergiverser, à se demander ce qui va se passer derrière. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'aurais pu comprendre, et en particulier dans un contexte Covid, l'incertitude, l'économie. Là aussi, on sait que ça pourrait, voilà, ça peut faire partie du jeu. Après, d'un autre côté, la relation, le sens du projet est telle que j'ai pas l'impression que ça tomberait comme ça du jour au lendemain. Et que si c'était une décision qui devait arriver, ça serait pour des bonnes raisons. Enfin, j'ai confiance là-dessus. Donc après, avoir peur de ça, non. Enfin, c'est pas quelque chose qui... On n'a pas eu le temps d'avoir peur, ouais. Et alors, l'échec, ça permet aussi de progresser, on s'en serait bien passé, mais voilà, vous avez eu le temps d'analyser aussi ce qui s'est passé, et on sort grandi finalement de ce type d'expérience qui est douloureuse, mais qui permet d'avancer. La première chose, c'est d'accepter de ne pas tout comprendre, parce qu'on a quand même malheureusement laissé le gréement dans l'eau par 3000 mètres de fond, donc on ne peut pas aller le chercher, on ne peut pas tout expertiser, donc il y a des pistes d'exploration. C'est sûr qu'on... Oui, bien sûr, on n'a pas répondu à toutes les questions, on a répondu à certaines d'ailleurs, sur le maniement du bateau. Il y a des capteurs qui nous aident à avoir des hypothèses sur ce qui a pu se passer. Mais il faut accepter de ne pas tout avoir compris. Il y a des points de vigilance, évidemment, qui sont apparus suite à ce dématage. Pour nous, on a aussi partagé tout ce qu'on pouvait avec les autres équipes IMOCA. C'est important de le dire parce qu'on ne souhaite pas gagner ou gagner la prochaine course par un défaut d'information de nos concurrents. Mais on ne sait pas tout, on apprend aussi beaucoup sur l'équipe, la capacité ou la façon dont les personnes de l'équipe réagissent dans ces cas-là. On apprend où on est conforté aussi dans les relations qu'on peut avoir dans des moments durs. C'est quand même, ouais, c'est pas le révélateur, mais c'est un révélateur, ouais, c'est quand même... C'est costaud, quoi. Alors je reviens juste un instant sur la notoriété parce qu'on sait que c'est important pour vous de pouvoir la mesurer. Vous parliez donc de la notoriété acquise sur le jour du départ. On dit toujours qu'on parle des vainqueurs ou des avaries. Est-ce que vous avez pu mesurer si malgré cet échec, vous avez gagné en notoriété parce qu'on a très certainement parlé de Nicolas? Non, parce qu'en fait, ça arrive à un moment. C'est quand même arrivé très tôt dans la course, à un moment où il se passait par ailleurs plein de choses dans la course. Voilà, donc je dirais que ça a été un événement qui a duré la journée, mais ça n'a pas duré plus longtemps que ça. Il n'y a pas eu tellement de... Voilà, c'est pas ce qui est... l'histoire de Kevin Escoffier et je crois que c'était le lendemain.
Ouais. C'était le lendemain? Non, pardon, c'était une semaine après. C'était une semaine après. Ouais. Et donc, c'était un mât qui tombe sur le Vendée Globe. À ce moment-là, il se passe plein d'autres choses. Et voilà, c'est pas non plus une catastrophe. Le marin était sain et sauf. Il n'y a pas eu. Oui, ça n'a pas pris la même envergure que ce qu'a pu vivre, par exemple, Kevin Escoffier. Voilà, exactement. Et honnêtement, on souhaite pas pour nous-mêmes ni à personne. On s'en serait bien passé, mais c'est pas là-dessus qu'on souhaite faire notre notoriété. Alors, vous avez dévoilé votre nouvelle campagne de communication sur le village de la Transat Jacques Vabre. Parlez-nous justement du contexte et de cette envie de mettre le bateau au cœur de votre annonce. Oui, en fait, ce bateau, Nicolas et l'équipe, ils nous ressemblent quelque part. Et tout à l'heure, on parlait du dématage. Nous aussi, on ne démate pas dans notre métier, mais il nous arrive, personne n'est infaillible, quelle que soit son activité. Et vous-même, des fois, il vous arrive peut-être de vous tromper dans vos questions. Ça arrive, c'est humain. Et en fait, on est dans une société où tout le monde refuse d'afficher ses erreurs ou ses faiblesses. Ou ses faiblesses, voilà. Et c'est ce qu'on trouve génial dans cette opération, c'est que ça permet en même temps de montrer de mettre en exergue ses qualités. Donc voilà, Nicolas, il y a une façon de naviguer. On a fait un bateau qui est très particulier. On a des choix forts. On sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut faire, on sait comment on veut progresser et faire progresser ce bateau. Et en même temps, ça permet de montrer que c'est un projet, ça prend du temps, construire ça prend du temps, il n'y a pas de miracle, c'est beaucoup de travail. Et en assumant ses faiblesses, voilà. Et c'est ça qui est formidable avec la voile, c'est que cette voile en solitaire, c'est que ces marins ne peuvent pas tricher, ça reste des machines et qu'il faut construire une histoire. Et c'est ce qu'on veut montrer à travers ça. Et derrière tout ça, c'est la gestion du risque. C'est-à-dire que quand on part d'un point A pour aller à un point B en traversant un océan ou traversant des océans, on prend des risques, il faut savoir les gérer. Alors en ce moment, il y a un départ et un contexte qui peut paraître un peu pépère et un peu calme, mais j'aimerais pas être à la bord des bateaux parce que ça va être juste l'enfer. Et ils doivent prendre des décisions, ils doivent gérer ce risque. En ce moment, c'est pas de vent. C'est très complexe en ce moment. C'est très complexe. Et notre métier, et ce qu'on veut montrer, c'est que tout est complexe, mais dès lors qu'on travaille, qu'on prend le temps, qu'on pose des choses et qu'on assume le risque, on peut faire des choses extraordinaires. Alors le départ de la Transat, ça a été aussi l'occasion de présenter une nouvelle web-série, la deuxième saison après une première saison qui a cartonné. On y parle de performance et d'exigence, mais à travers un regard particulier, c'est celui du médiaman. Ouais. Ça, c'est atypique. Oui, alors déjà, c'est un médiaman très particulier, puisque c'est le fils d'un architecte assez connu, Monsieur Conque. Voilà, et il le fait avec beaucoup de talent. Voilà, et ce qui est épatant, c'est que aussi bien dans ses commentaires que dans sa façon de filmer, il y a un côté très humain, mais aussi il montre tous les côtés, techniques de ces bateaux, les engagements physiques des marins. Et voilà, je trouve que ça reflète tout à fait ce qu'on veut partager dans ce projet. Aller au-delà juste de notre marque, et de slogan que porte notre marque. Et c'est une web-série à suivre notamment à retrouver sur vos réseaux sociaux. Il y a 5 épisodes, je crois, pour cette deuxième saison. Oui, il y a 5 épisodes. Ouais. C'est vrai que c'est important de donner du temps aussi, de jouer le jeu. Alors, j'imagine bien souvent dans les teams, on préfère se focaliser sur la performance, sur la course, mais vous jouez le jeu avec plaisir aussi. Pour la communication, c'est important de communiquer sur ces projets-là. Alors moi, je dis toujours, si Corme est content, je suis content. Non, c'est peut-être c'est un peu simpliste. Évidemment, on n'est pas des professionnels de la communication, mais c'est vrai que partager notre quotidien, partager ce qu'on fait, quand on le raconte, en plus, dans le nautisme, on a un jargon qui est souvent incompréhensible pour beaucoup. Parfois, on ne partage pas ça avec nos proches. Donc oui, c'est un plaisir de partager. Et donc, jouer le jeu, ça fait partie de ce partage-là. Ouais, c'est un plaisir. Après, oui, c'est un petit peu de temps, c'est un peu de choses, mais on joue pas des scènes non plus dans la web-série, et même pas du tout. Oui, on ne vous demande pas de faire les acteurs, on vous demande simplement donner un peu de temps pour oui, voire même d'accepter d'avoir un micro ou d'accepter qu'il y ait une caméra à côté. Donc c'est pas un temps marginal ou consacré à cette web-série ou à un tournage. On n'est pas des acteurs, on est bien en train de parler d'un projet bateau. Et donc clairement, ouais, c'est pas... Il faut juste accepter une caméra, point. Mais c'est pas toujours simple quand on n'a pas l'habitude, mais en même temps, je pense qu'on oublie au bout d'un moment et puis on s'y prête. Non, il faut savoir qu'on ne s'aimera pas, en être conscient, et puis c'est tout.
C'est ça. Nous sommes dans les locaux de Finistère Mervan, acteur de l'économie locale qui met la passion, l'excellence, l'innovation et le collectif au centre de nos préoccupations. Un projet comme celui de Quorum l'épargne, c'est évidemment l'équipe, mais il y a aussi de nombreux acteurs locaux qui sont impliqués pour permettre la réussite d'un tel projet. Quelle est, selon vous, la synergie au niveau du territoire ? Alors, écoutez, moi, je ne vis pas sur ce territoire, mais on a quand même, vous avez la chance d'être sur un territoire exceptionnel. Voilà. Et quand on regarde, quand on connaît un petit peu le monde du bateau, et quand on voit ce coin de France et ce coin du monde où il y a autant de savoir-faire, de technologie, de talent, d'expérience cumulée, voilà, quand on est arrivé tout à l'heure ici avec Greg en voiture, il me disait, bah, tu vois, ici à tel endroit, tu habites telle personne, et que des noms célèbres de la voile, enfin, c'est quand même un endroit unique au monde, et je ne suis pas sûr qu'il y en ait 3 ou 4 identiques, que ce soit en termes de technologie, d'entreprise, de talent, d'expertise, de compétences. Enfin, c'est quand même un endroit unique, je pense, au monde. The place to be. Frédéric, pour finir, qu'est-ce que vous conseilleriez à un partenaire, une entreprise, une marque qui a envie de se lancer dans le sponsoring voile? Quels seraient vos mots? Je dirais d'abord qu'il y a 2 façons de le faire. Il y a adhérer à un projet qui généralement est fédéré autour d'un marin et d'un nom. Voilà, ça c'est une façon de le faire. Il y a une autre façon de le faire qui est la nôtre. Nous, on a voulu un projet complètement intégré à l'entreprise. Et en tout état de cause, il faut le faire en étant bien conscient que ça reste des projets humains. Des projets humains qui nécessitent un engagement. Et je pense que ça ne peut pas être qu'un engagement financier. Voilà, et dans tous les projets qui sont autour de nous, d'ailleurs que ce soit en IMOCA ou sur d'autres supports, on voit bien qu'il faut qu'il y ait une synergie totale entre celui qui va apporter son soutien financier et puis celui qui va, grâce à ce soutien financier, porter un projet sportif. Et que ça doit se faire en totale symbiose, en confiance, comme le disait Greg, et aussi en transparence. Voilà, chacun devant bien donner à la fois ses contraintes, ses objectifs. Et je pense que c'est la bonne façon d'y arriver. Voilà, pour éviter les malentendus, les déceptions. D'ailleurs, des 2 côtés, elles peuvent être réciproques. Merci, ce sera donc le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous. Alors si vous voulez innover, si vous avez des envies, des idées eh bien, dans le domaine du nautisme et de la course au large, n'hésitez pas à pousser les portes des locaux de Finistère Mervan. Ce collectif est là justement pour accompagner les entreprises de ce secteur sur leurs différents besoins, pour mettre en réseau leurs initiatives et leurs recherches. Vous pouvez d'ailleurs suivre l'actualité de ce collectif sur les réseaux sociaux et sur le site web www.finistèremervan.com. Merci à tous de nous avoir suivis. Un grand merci Frédéric Puzin, merci Greg Evrard d'avoir été avec nous. On rappelle que votre bateau Quorum l'épargne est engagé sur la Transat Jacques Vabre et que la route est encore longue. On souhaite évidemment le meilleur à Nicolas Troussel qui est engagé avec Sébastien Josse sur cette transatlantique en direction de la Martinique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la repartager une fois qu'elle sera mise en ligne sur les réseaux et sur le site web de Finistère Mervan. Nous, on va se retrouver très prochainement pour les 8e rencontres de Port-Laf. Et avant de se quitter, on parlait de cette très belle web-série très appréciée de Quorum l'épargne. Eh bien, pour vous mettre l'eau à la bouche, voici un teaser. Regardez. Pour la première fois de ma vie, je suis embarqué sur un voyage longue durée à bord d'un IMOCA. Quorum l'épargne. Nicolas Troussel, Sébastien Josse et moi, Tanguy. Comment l'équipe allait-elle rebondir après l'échec du Vendée Globe en 2020 ?